nous sommes lundi 29 juillet et j'ouvre un nouveau vlog de l'été. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien, que vous faites de belles lectures. Moi je suis dans une belle lecture, je suis sur ma liseuse dans Le secret des Deveril, Deveril, parce que c'est une famille Deveril. C'est chez Verso, on me l'a gentiment envoyé en numérique avant de pouvoir m'envoyer la version papier. Je suis dedans, je suis à 13% et je le lis avec Estelle, petite lectrice. Et franchement, ça me sort un peu de ma zone de confort parce que ça se passe en Irlande. Et saga familiale, alors Santa Montefiore a été publié chez Charleston et chez Archipoche, je crois. Donc saga familiale, Irlande, double temporalité j'imagine, tout ça. Et là on est avec deux familles, les Deveril et... on est avec les Deveril qui habitent en Irlande et avec notamment Kitty qui est la petite dernière de la famille qui a 9 ans et qui est un peu rejetée de ses parents parce qu'elle est un peu rousse au burn, parce qu'elle est un peu frêle, la peau un peu diaphane et elle se lie d'amitié avec la fille de sa cuisinière qui s'appelle Bridie, je crois. Les deux filles sont très différentes mais sont amies, elles sont jeunes, elles ne se rendent pas compte des codes de leur famille, en sachant que la fille d'Everil, donc Kitty, a un ancêtre qui s'appelait Lord Barton Deveril, je crois, qui est le premier à avoir acheté les terres pour construire son château, le château des Deveril, sauf que ces terres-là appartenaient avant au O'Leary, O''Leary. Et depuis qu'il a acheté ces terres, on lui a lancé une malédiction. Et apparemment, cette malédiction semble se réaliser. Alors, je ne sais plus trop ce que c'est comme malédiction. Mais voilà, en tout cas, c'est assez mystérieux là-dessus. J'aime beaucoup le style. Et j'aime beaucoup... Alors, ça m'a surpris au début parce que Kitty voit des fantômes. Voilà, on sait dès le début. Alors, j'imagine que cette information va se renouveler et va servir à quelque chose. Parce que là où j'en suis, on n'en parle plus. Mais elle voit des fantômes. Et elle réussit à vivre avec eux. Donc c'est assez intéressant, assez original pour le coup. Donc j'aime bien, voilà, pour l'instant je suis vraiment 10-13% quoi. Il fait 500 pages je crois, donc c'est quand même un beau pavé. Et voilà, il me tente bien, c'est un tome 1, c'est la saga Fille d'Irlande, donc le premier tome. Le secret des Deveril. À l'audio je suis toujours dans Bret Easton Ellis, je n'ai pas avancé. Je sais pas quand je l'avancerai. Peut-être en août. Et oui, je voulais vous montrer. Je l'ai où? Ah si, je l'ai là. Hop. Hop, hop, hop. Je voulais vous montrer ça parce que j'ai reçu ma box de mensuelle, enfin les 3 mois d'abonnement que j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire grâce à un livre et une tasse de thé. Alors j'ai pas eu la Gazette parce qu'ils ont été un peu déboussolés en juillet. Mais par contre j'ai reçu un petit carnet à ligne, un petit marque-page et le livre du mois qui est Le mur invisible de Marlène Haushofer qui est sorti... En vrai il est sorti en 92 mais il a été réédité il n'y a pas si longtemps parce qu'en fait c'est Digli qui en avait parlé je crois pendant le confinement et moi je l'avais lu en e-book pendant le confinement. Je l'avais adoré et je n'avais jamais eu l'occasion de l'acheter et donc là je me dis c'est parfait, je suis bien contente, je l'ai dans ma bibliothèque et je crois même mais je l'ai plus sur liseuse, c'est con parce que j'avais dû noter des passages et je me dis maintenant que je l'ai en papier je pourrais mettre des post-it. Mais c'est un livre très particulier, il n'y a aucun dialogue, on est juste dans les pensées d'une femme dans la vie quotidienne, non c'est même pas si c'est une femme, la vie quotidienne d'une femme qui va découvrir un mur invisible à côté de chez elle. Elle habite dans une forêt et elle va vivre comme ça complètement recluse parce qu'enfermée dans un mur. Donc elle va vivre un peu à la Robinson Crusoe, elle va avoir je crois au début un chat, puis il va y avoir une vache, des moutons il me semble, donc elle va vivre un peu comme ça et elle va survivre un petit peu comme ça aussi jusqu'à... Voilà, jusqu'à... Et c'était assez drôle, ou pas, de lire pendant le confinement, parce que on était un peu dans cet état étonnant, étonné et unique et mondial. Et là, du coup, c'est un livre qui reflétait un petit peu cet état d'esprit-là. C'est le roman le plus célèbre et le plus émouvant de Marlène Haushofer, journal de bord d'une femme ordinaire confrontée à une expérience limite, c'est ça. Après une catastrophe planétaire, l'héroïne se retrouve seule dans un chalet en pleine forêt autrichienne, séparée du reste du monde par un mur invisible au-delà duquel toute vie semble s'être pétrifiée durant la nuit.
Tel un Robinson moderne, elle organise sa survie en compagnie de quelques animaux familiers, prend en main son destin dans un combat quotidien contre la forêt, les intempéries et la maladie. Voilà, c'est vraiment ça. Et moi j'avais adoré. Et on m'a dit effectivement, c'est soit on adore, soit on déteste. Je comprends pourquoi, mais moi j'étais vraiment, j'étais à fond en fait. Mais je ne l'ai pas lu pendant le confinement, mais non, je dis des bêtises. J'étais enceinte. Je crois que j'étais enceinte. Comme j'étais alitée, je l'ai lu. Bref, si vous retrouvez, vous devez sûrement avoir entendu parler de ce bouquin. Moi, c'est Digli en fait qui m'a donné envie de le lire. Enfin, parce que j'avais vu sur Insta que Digli en avait parlé et tout ça. Parce que là, je ne suivais pas forcément. Mais voilà, donc bien contente. Si vous n'en avez pas entendu parler, penchez-vous dessus parce qu'il est vraiment très intéressant. Voilà, il fait 340 pages. Donc voilà, c'était ma petite box de juillet. Et je suis actuellement sur mon ordinateur pour essayer d'aller trouver des activités à faire avec mon fils au mois d'août sur le site d'Idois. Voilà, je ne suis pas méga do it yourself, je suis vraiment nulle à ça, vraiment. Je ne sais pas dessiner, j'ai pas de papier crépon à la maison, j'ai pas de feuilles de couleurs, je sais rien faire en fait. Et d'Idois, j'ai découvert ce site il y a genre 2 ans, 3 ans je crois. Et je me suis dit, waouh, on peut faire tout ça, c'est génial. Donc, depuis je me dis, allez, de temps en temps, je commande des petits trucs pour mon fils, pour l'occuper un petit peu. Et là, vu que je vais commander sans lui, il faut que je réussisse à trouver des trucs qui peuvent le botter. Parce qu'il est un petit peu à 5 ans dans la contradiction aussi, hein, quotidienne et permanente. Et du coup, voilà, si je ne trouve pas le bon truc, il risque de dire non, je ne veux pas. Et de jamais le faire. Ou peut-être dans 3 ans, j'en sais rien. On verra. Voilà, je finis mon petit matcha. Je vais retourner à ma lecture et à mon PC. Et je vous retrouve plus tard. On est mardi midi et je viens vous parler un tout petit peu, alors pas de lecture en cours parce que j'ai avancé un peu le secret de Dédévéril. Je suis à 17% je crois. J'aime beaucoup, ça se lit super bien, c'est très addictif. Et Angie l'a terminé, elle a adoré et je pense que ça suit doucement le même chemin. Estelle l'a commencé aussi aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer de l'avancer un petit peu aujourd'hui, j'ai du temps. Dans la boîte aux lettres, j'avais le nouveau Sea et l'Armeur, le tome 4 déjà du club des amateurs de romans policiers. Et ils ne furent plus que 9. Et alors ce qui est intéressant au niveau du titre, c'est que, alors je ne sais pas si le titre anglais est le même, mais And Then There Were 9. Le titre anglais de Dix Petits Nègres / Ils étaient 10 est Et ils ne furent plus que 1, 2, 0, bref, ils ne furent plus que... Voilà. Donc c'est en fait une référence directe, bien sûr, à Ils étaient 10. Et du coup, j'ai très hâte pour ce tome 4. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc on retrouve le club, bien sûr. Ils sont en séminaire, très bien, dans un grand lodge, isolé au milieu des montagnes. D'accord. Nos amis ont décidé de partager leurs sentiments sur le célèbre roman d'Agatha Christie, Ils étaient 10. Si celui-ci a tout pour faire l'unanimité, certains pensent néanmoins que l'intrigue n'est pas très originale. La romancière a effectivement écrit de plus insolite que celle des 10 personnes enfermées avec un meurtrier dans un lieu retiré, et pourtant, nos héros ne savent pas encore à quel point la réalité s'apprête bientôt à rejoindre la fiction. Un meurtre, puis un autre, et le club se retrouve bientôt à devoir mener une enquête d'autant plus passionnante que le coupable peut être dans ses rangs. Bah oui, évidemment, on sait. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai lu Ils étaient 10 et que je sais la fin de Ils étaient 10. Donc j'espère quand même que c'est pas la même chose. Oh, excellent! Et ben, voilà. J'espère que c'est pas copié-collé sur Ils étaient 10, mais je ne pense pas, parce que je pense que l'autrice est un petit peu plus fine que ça. Voilà, donc j'aime beaucoup la couverture. Les 3 premiers tomes sont sortis, je crois même que le tome 1 est sorti chez Pocket. Et là, on a le tome 5 qui sort au printemps 2025, donc dans presque 1 an. Mais quand vous verrez ce vlog, là on est fin juillet, vous allez voir mi-fin août, je pense il sort là, en août. On m'a dit qu'il sortait en août, donc si on m'envoie, c'est qu'il sort tout bientôt. Donc voilà, et sinon, vous avez toujours les références. Voilà. Ah bah le crime du SS Orient sort aussi chez Pocket, apparemment, dans pas très longtemps. Les Joanne Fluke du Cherche-Midi sont sortis aussi en poche chez Point. Alors, ils sont gentils, ils mettent 11 titres déjà parus, mais en fait, non, puisque le 11e sort en octobre, je crois. Cathy Watson, vous vous rappelez de Meurtre à Aldermere House? Et ben il y a Lady Detective, le tome 2, qui sort en septembre. Il était très chouette ce premier tome.
Et puis, donc voilà, le 5e tome qui sortira au printemps. Madame Winter est morte. Bref. Voilà, donc merci beaucoup Maëlle du Cherche Midi pour cet envoi. Il est aussi gros que les autres, c'est-à-dire pas très gros. Moins de 400 pages et il sera lu assez rapidement, je pense. Je ne l'ai pas programmé. Peut-être septembre, on verra. De toute façon, celui d'après sera en printemps, donc j'ai largement le temps de voir venir. Alors, je vais vous parler graphique un petit peu, parce qu'hier, on avait des amis à la maison. Et une des amies m'avait prêté il y a au moins 1 an et demi, 2 ans, ceci, que je pense vous avez dû voir passer, qui est une œuvre absolument extraordinaire, faite au stylo, Bic, 4 couleurs je crois même. Voilà, c'est complètement dingue, les dessins sont complètement fous, tout est fait au stylo en fait. Hein. Et elle l'a, et elle l'avait, et puis elle m'a dit, tiens, je te le prête, tu lis quand tu veux, il n'y a pas d'urgence. Je ne l'ai toujours pas lu, honte, grosse honte à moi. Elle m'a dit, écoute, je te challenge, parce que le tome 2 sort en novembre, donc tu lis le tome 1 avant la sortie du tome 2. Ah, j'ai fait ok, pas de problème. Et en fait, donc je vais le reprendre, je vais même le recommencer, puisque j'avais commencé il y a presque 1 an, je crois. J'avais lu genre 30 pages, mais là, je vais vraiment essayer de le commencer, parce que j'ai envie de le lire, parce qu'il a l'air trop bien, en fait. donc j'ai trop envie. Par contre, il n'y a pas les pages, il n'y a pas les numéros de pages. Et ça, c'est très problématique, parce que déjà qu'il n'y a pas de chapitre, si en plus il n'y a pas de numéro de page, pour s'y retrouver, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je veux vraiment le lire. Et puis, parce que c'était mon anniversaire et qu'elle est très très gentille, elle m'a offert Remina de Junji Ito. C'est mon premier Junji Ito. Je suis tellement contente. En fait, Junji Ito, je m'intéresse à cet auteur depuis un petit moment, puisque la toute première qu'on avait parlé, c'était Lemon June. Il y a 7 ans peut-être. Je crois que c'était Spirale qu'elle avait lu et qui lui avait laissé complètement un avis survolté et vraiment presque coup de cœur, quoi. Et je me suis dit, ah, du manga d'horreur, je connais pas du tout. Et puis après, j'ai lu Hideout, qui est un manga qu'on m'avait prêté. C'était Lucille qui m'avait prêté. Ou alors, elle m'avait offert, je sais plus. Mais je le vois pas là. Hideout, non, je pense que c'était à elle. Et j'ai dû lui rendre. Et c'était trop bien. Et c'était un peu horreur aussi. Donc c'était mon premier pas dans l'horreur manga, en fait. Et voilà, Junji Ito, j'avais entendu ce nom rapidement. Et puis, celle qu'on a reparlé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Jodie, des livres de la crypte. Je vous en ai déjà parlé hein, de cette fille. C'est un peu ma référence en matière de littérature horrifique, que ça soit graphique ou roman. Et Junji Ito, c'est sa référence manga, clairement, pour l'horreur. Elle a fait une vidéo, d'ailleurs, consacrée à Junji Ito pour expliquer quelle œuvre il a fait, par quoi commencer, voilà, tout ça, bon, c'est très très bien. Et je me suis dit, bon, je me la garde pour plus tard, je vais me le lire. Et puis un jour, j'ai traîné, j'avais du temps, j'ai traîné à la FNAC, et j'ai vu tous les Junji Ito. Oh, j'ai fait, mon Dieu, ils sont trop beaux, mais par lesquels je commence, je voyais un recueil de nouvelles, Tomie qui était vachement gros, puis je connaissais aucune des histoires, je ne savais pas. Et là, je suis trop contente, voilà, je suis trop contente. Je voulais résumer. Allez, le professeur Oguro découvre une planète inconnue. D'accord. Découvre une planète inconnue apparue soudainement par un trou de verre et la baptise Remina, du prénom de sa fille unique. Sa trouvaille est applaudie partout dans le monde et sa fille devient du jour au lendemain l'idole des foules. Mais la planète Remina avale les autres planètes les unes après les autres et menace maintenant notre globe. Junji Ito s'est résolument investi dans cette dernière production. Ah, c'est la dernière, ok. Dernière production d'horreur, suivie d'un petit chef-d'œuvre, des millions de solitaires. Donc il y a 2 histoires. Oh là là. Les dessins sont fous. Les dessins sont fous. Voilà, donc il y a 2 histoires visiblement là-dedans. Je vais essayer de pas trop me spoiler. Mais ah, ça doit être là. Non, pas du tout. Ah, il y a des dessins horribles. Ah oui, ok, d'accord. Il y a des dessins horribles. Je peux pas vous montrer, mais il y a vraiment des trucs affreux, quoi. Alors, autant il peut avoir un dessin très, très bien, très simple, très joli, appliqué, tout ça. Autant il peut faire des trucs bien dégueulasses. Je vais essayer... Ah, voilà, ça spoil pas trop. Mais vous voyez, ce truc un peu sombre, un peu glauque, quoi. Ça me fait penser à Gutanabe, que j'aime beaucoup aussi, qui a adapté les Lovecraft en manga. Et je trouve ça génial, quoi. Donc, ça... Oh là là... Oh. Je sais pas. Voilà. Donc, j'étais très attirée par Junji Ito.
Et je suis trop contente. Donc j'ai ça. Oh, j'ai ça. On va tenter. On va tenter, en sachant que j'ai le secret des Deveril à lire aussi, et que j'aurais voulu le finir vendredi. Et que je me suis fait une petite palle du mois d'août quand même, hein, donc voilà, après je suis pas vraiment en retard sur mes lectures, hein. Je suis plutôt même en avance sur mes plannings, j'ai rajouté des titres puisqu'en Italie j'ai pu bien lire, et donc ça va, je peux me permettre aujourd'hui, ah mais j'ai trop envie d'avancer le secret des Deveril. Non, je vais lire un petit peu les monstres, je vais pas lire Junji Ito tout de suite, je vais me le garder peut-être pour août. Je vais avancer un petit peu, moi ce que j'aime c'est les monstres, en fait il faudrait que je l'avance un petit peu tous les matins. Mais de combien de pages, je ne sais pas, parce que je ne sais pas combien de pages il fait. Mais un petit peu. Oh, si je finis pas vendredi, c'est pas bien grave. Non, c'est vendredi que je devais finir le secret des Deveril, mais celui-là aussi, j'aurais bien aimé le lire avant vendredi. On est déjà mercredi. Donc, à moins que je lise que ça. Nope. Je l'aurais pas fini. Donc voilà, ça va être un peu chaud, mais je voudrais vraiment me pencher sur les graphiques et puis j'ai d'autres mangas à lire aussi, puisque j'ai toujours Death Note à finir, le tome 5 et le tome 6. Qu'est-ce que j'ai encore? Eh ben un autre manga que la même copine m'avait offert, que j'ai pas... Enfin, il faut vraiment en fait que je me fasse un planning manga. Un planning graphique. Avec Angie, on avait fait une semaine de graphique régulièrement. On l'avait fait, peut-être on le refera début septembre. Tiens, il faudrait que je lui en parle pour savoir un petit peu si ça la botte. Mais en tout cas, les graphiques, j'aime beaucoup ça, mais je ne prends jamais le temps de me les programmer dans mon planning, ce qui est un tort. Je devrais un week-end par mois, et encore le week-end non, parce que j'ai mon fils et mon mari, donc c'est vraiment pas pratique pour lire, mais une journée par mois, me lire des graphiques. Et je suis sûre qu'en une journée, si je prends le métro, RER pour aller bosser, aller-retour, où j'ai 2 heures, je peux dégommer au moins 2 mangas à chaque fois, quoi. Donc voilà. Ça, c'est un peu plus particulier parce que ça ne se transporte pas dans le métro, bien sûr, et que ce n'est pas sorti en poche, ce n'est pas le but. Donc voilà, c'est Monsieur Toussaint Louverture qui fait ça. Et je crois que c'est avec ça que j'ai connu la maison d'édition de Monsieur Toussaint Louverture. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve un petit peu plus tard. On est dimanche 3 août. Je suis chez mes beaux-parents et je lis. Alors, j'ai lu 19 River Street de Laure Rollier, qui était mon premier lotrice et qui n'est certainement pas mon dernier parce que vraiment, on était à ça du coup de cœur. C'est un thriller disparition d'enfants. Alors c'est Séverine qui est spécialisée en disparition d'enfants et je crois qu'elle l'a bien aimé celui-là. Faudrait que je lui repose la question. On est avec Maddy, qui est une mère de famille, qui a 2 enfants, Marcus et Joséphine, et elle habite dans la ville de Seattle, au 19 River Street. Elle héberge, comment il s'appelle, Gabriel, qui est écrivain, et Maddy habite avec sa sœur Gillian, je crois. Donc voilà, ils vivent leur vie, sauf que un jour, Maddy reçoit un courrier, enfin une lettre, un mot, disant Joséphine est vivante. Parce qu'en fait, Joséphine a disparu il y a 10 ans. Et bon, on sent que bien sûr la mère est dévastée, évidemment, elle continue à vivre, elle a réouvert son cabinet de psy dans sa maison, donc elle reprend le travail, tout ça, c'est de revivre un petit peu, mais on sent ce vide en elle, bien sûr, puisque sa fille est disparue, et malgré toutes les recherches, on n'a jamais retrouvé son corps, il ne s'est rien passé, enfin, bref, le dossier n'est pas clos, et pour elle, Joséphine est toujours vivante, elle sent qu'elle est toujours vivante, quoi. Elle ne la sent pas morte, c'est pas possible. Donc on va suivre cette histoire-là, et en parallèle, on va suivre l'histoire de Gabriel également, donc qui est écrivain, et qui lui va découvrir des choses également sur sa famille. Et en fait, Maddy et Gabriel vont un peu faire équipe, elle pour retrouver des secrets de la famille de Gabriel, et Gabriel pour retrouver Joséphine. Donc c'est hyper malin parce qu'au début, on nous situe les personnages, les lieux, le contexte. En 2 chapitres, on a compris. On a vraiment super bien compris ce qui se passe. On a compris avec qui on est. On est vraiment bien. J'adore ça parce que c'est précis. On n'est pas. Ce que j'aime pas, c'est arriver dans un bouquin comme au milieu d'une conversation. Et là, je galère un peu quand c'est comme ça en général parce que moi, j'aime bien. Je suis un peu organisée comme ça, mais j'aime bien savoir avec qui je suis, où je suis, dans quel contexte je suis. Et là, c'est hyper clair. Il fait 260 pages, il est très court, mais en 260 pages, elle nous balaye une histoire vachement forte, avec beaucoup d'émotions. On a eu beaucoup d'empathie pour Maddy. Et Gabriel aussi. Alors, moi j'ai encore des questions. J'en parlerai peut-être à l'autrice. Mais j'ai trouvé que c'était hyper efficace. Et qu'elle nous mène quand même en bateau.
Parce que sur la disparition de Joséphine, on pense à beaucoup de choses. Maddy est séparé du père de Joséphine, qui s'appelle Paul. Il a refait sa vie. On apprend que Marcus a bien grandi maintenant. Il habite avec son père et la nouvelle femme de son père. Donc on sent qu'il y a quand même du mal-être, parce que c'est une famille compliquée, recomposée aussi. Et Maddy est toujours blessée, bien sûr. Mais donc on a beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotions qui se passent, beaucoup de ressentis dans cette lecture. C'est très vif et il y a beaucoup d'action également. À la fin presque de chaque chapitre, on a une information qui nous fait dire oh, et comme les chapitres alternent presque entre Maddy et Gabriel, quand par exemple il y a une information sur Maddy, eh ben non, il va falloir attendre le chapitre d'après Gabriel pour retrouver Maddy. Donc ça c'est hyper haletant et c'est très très intéressant. C'est pas un coup de cœur parce que il y a certains moments où je me suis quand même posé des questions sur le déroulé de l'histoire et je n'ai pas toutes les réponses. Il y a par exemple, il y a des voiles que j'aurais aimé lever un peu plus sur le passé de Maddy, sur le passé de Gabriel, sur tout ça. Et c'est vrai que certaines informations à la fin arrivent un peu vite. Mais c'est le parti pris, ça fait 260 pages encore une fois, donc ça va vite. Voilà, donc c'est une très très bonne lecture, je suis très contente. Et ce qui est marrant, c'est que Gabriel vient de Nantucket. C'est ça, hein, je crois. Nantucket, qui est une petite île au large de New York, donc plutôt sur la côte est. Et en fait, Laure Ollier a écrit un livre qui s'appelle Le disparu de Nantucket. Et du coup, j'ai envie de le lire. Et L'ombre du lac aussi, j'ai envie de les lire. Donc c'est deux romans un peu thriller, je crois, qu'elle a fait. Parce que À toi de vivre et Nous étions merveilleuses ne me tentent pas. Mais ces deux autres-là me tentent vraiment beaucoup. Donc je suis très très contente de l'avoir lu. Très contente d'avoir découvert la plume de Laure Ollier. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu aussi, parce que vraiment, extra. Et là, j'ai commencé hier D'acier de Sylvia Avalone, qui me fait un peu penser à L'amie prodigieuse de Lina Ferrante, parce que ça se passe en Italie, à c'est quoi le nom de la ville déjà? Piombino, c'est juste en face de l'île d'Elbe, donc un peu au nord de l'Italie. On est avec deux jeunes filles qui ont 13 ans, Anna et Francesca, qui sont super copines et qui sont dans des familles à problème, parce que les parents ne s'entendent pas du tout, le père bat la mère, enfin voilà. On sent qu'il y a vraiment une espèce de gangrène dans ces familles-là aussi. Et on est dans une ville qui est moite, il fait chaud, l'acier domine parce que l'usine fait travailler beaucoup de gens de la ville. Ces deux gamines, elles grandissent, donc elles sont ados, elles se font un petit peu, dragouiller par tous les copains du quartier, sous les yeux effarés des pères de famille italiens et de la mère qui ne peut rien dire. Enfin, c'est peut-être un peu cliché, mais en fait, c'est vraiment ancré dans un truc hyper réel, je trouve, et j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai lu déjà 116 pages. Il en fait un peu plus de 400, et vraiment je passe un super bon moment. Ça se passe en 2001, alors que Lina Ferrante, ça se passe dans les années 50, mais j'ai l'impression, sans avoir lu la saga, qu'il y a un petit peu de l'amie prodigieuse là-dedans, même si ça se passe 50 ans plus tard. Voilà, dites-moi si vous avez lu les deux par hasard. Il y a quelqu'un sur Instagram avec qui j'ai discuté qui m'a dit qu'effectivement ça ressemblait, c'était un peu dans la même veine, Sylvia Avalone et Lina Ferrante. En tout cas j'aime beaucoup le style, même si c'est parfois un peu cru. On sent vraiment l'emprise de la famille sur ces deux gamines, la peur et en même temps l'envie de liberté quand tu as 13 ans et que tu aimes plaire aux garçons, peu importe les dangers, voilà. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, donc je continue aujourd'hui, demain, après-demain, et puis après j'ai pris aussi La cloche de détresse de Sylvia Plath, parce que je commence tout doucement à faire descendre ma palle prioritaire aussi, non prioritaire aussi, parce qu'il m'en reste 7 dans ma palle prioritaire, et une vingtaine peut-être dans ma palle non prioritaire. J'ai pas beaucoup de livres dans ma palle d'août parce que je ne sais pas trop combien de temps je vais avoir pour lire, donc je préfère pas trop m'avancer. Par contre, septembre, je sais que j'aurai du temps, donc je vais pouvoir faire un bon planning de lecture. Et puis, comme j'en ai reçu, je les ai mis dans ma palle. Alors, j'en ai mis certains dans ma palle prioritaire, genre Big Girl et La danse des damnés, ils sont dans ma palle prioritaire. Par contre, ceux que j'ai reçus à mon anniversaire, premier jour du printemps, Les filles de l'ouragan, je sais plus. Bref, d'autres, je les ai mis dans ma palle non prioritaire, mais je les ai quand même programmés en septembre. Donc en fait, là je me dis, je finis mon e-bail en août, je vois combien il m'en reste, et après je revois mes palles, peut-être pour ne faire qu'une palle finalement. En sachant qu'il y a toujours, je pense toujours à ce bouquin, parce que je le lirai vraiment pas tout de suite, c'est Mon autre famille de Armistice Maupin, qui est la biographie d'Armistice Maupin, avec sur toile de fond toute sa saga des Chroniques de San Francisco. Donc je me dis, je veux lire ce bouquin à la fin des Chroniques de San Francisco. Et là, comme je ne suis qu'au tome 4 que je vais lire cet été,
potentiellement, je vais lire notre belle famille. Non, mon autre famille dans 4 ans en fait. Voilà, mais je ne suis absolument pas pressée. Donc il y en a 9. Il n'y en a pas 8, il y en a 9. Donc ça fait vraiment partie de la palle non prioritaire pour le coup, mais que je vais lire. Donc en fait, il faudrait vraiment que je revoie ma palle non prioritaire des livres que je n'irai pas avant au moins 2 ans, quoi. Voilà, j'espère que vous faites de très bonnes lectures et je vous reprends un petit peu plus tard. On est lundi 5 août et je viens vous reparler car j'ai terminé Dacier de Silvia Avallone. C'était un très beau roman, un très bon roman. Je m'attendais, je crois, à rien en fait. Et finalement, j'ai eu comme un élan d'amie prodigieuse de Elena Ferrante. On est sur une amitié, je vous en avais déjà parlé, entre Elena et Anna et Francesca, qui ont 13 ans, qui habitent à Piombino, en face de l'île d'Elbe, donc plutôt au nord de l'Italie. Avec des familles un petit peu dysfonctionnelles, on va dire. Les pères de famille crient sur leurs femmes, les femmes sont malheureuses, elles se rendent compte de leur vie actuelle et de ce qu'elles auraient voulu vivre. Et ces 2 gamines qui veulent réussir, qui veulent devenir Miss Italia ou qui veulent faire des études, être architectes et se sortir de ce petit village où règne l'acier, parce que l'usine d'acier emploie beaucoup d'hommes de la ville et de la région. Et on suit un petit peu ce quotidien. On est en 2000 et on va aller jusqu'en 2002, je pense, ou fin 2001 peut-être. Et on va suivre le destin un peu tragique de ces 2 gamines. Enfin, je dis tragique, il ne se passe pas non plus des événements ultra négatifs. Enfin, si, négatifs, mais il n'y a pas une fin tragique, on va dire, pour elles. Pas pour elles. et voilà, et on va suivre un peu ces rêves déchus qu'elles ont et ce quotidien avec le frère Alessio, avec les parents, avec les amis, avec toute cette ambiance italienne un peu moite. Et puis le 11 septembre qui arrive. Donc c'est assez réaliste, je trouve, la manière dont c'est amené. Et je pense que que l'autrice a dû s'inspirer de peut-être son vécu ou de choses qu'elle a pu ressentir, parce que vraiment j'ai trouvé ça hyper réaliste. Donc voilà, c'était très très bien, vraiment. Je ne sais pas si j'en lirai d'autres d'elle, parce que c'était celui qui me tentait le plus avec Une amitié. Donc je ne sais pas si vous en avez lu d'autres d'elle, mais voilà, La vie parfaite, je l'avais reçue, on me l'avait donnée, j'ai pu, mais ça me tentait pas trop. L'histoire me tentait moyennement, mais voilà, en tout cas si vous en avez lu d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je commence La cloche de détresse de Sylvia Plath, qui est dans ma palle non prioritaire. Et je vais pouvoir redécouvrir Sylvia Plath, que j'avais découvert sans la découvrir à travers Pourquoi pas la vie de... Je me rappelle plus toute cette autrice. Enfin, ce bouquin était génial, c'était chez l'Iconoclaste. Je ne me souviens plus du nom de l'autrice. C'est pas grave, donc bon, c'était chez l'Iconoclaste, c'est publié il y a 2 ans, je crois, à peu près. Et c'était une fiction où Sylvia Plath ne mourrait pas. Elle met la tête dans le four, elle est prête à se donner la mort et elle entend des cris en fait de ses enfants qui crient à l'étage. Elle va sortir la tête et la vie va continuer en fait. Donc c'est vraiment ce qui se serait passé si. Et ne connaissant pas du tout Sylvia Plath à l'époque où j'ai lu ce bouquin, j'ai imaginé une vie à Sylvia Plath après sa mort finalement, et j'ai adoré ça. Et j'avais réessayé un recueil de nouvelles, j'avais pas du tout accroché. Et là je tente son roman qu'on m'avait offert l'an dernier pour mon anniversaire, qui est l'unique roman, et un mois après elle s'est suicidée. Donc je suis très curieuse de savoir un petit peu de quoi, enfin je veux pas trop en savoir, j'ai lu 20 pages. Donc on est avec une jeune fille, je sais pas, ah bah Esther, non, je ne savais pas qu'elle s'appelait Esther, parce que ça se... C'est écrit à la première personne, et elle est avec une copine là à New York, elle a gagné une bourse en fait pour aller à New York, donc elle va nous raconter je pense un petit peu cette vie new-yorkaise. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne sais pas si vous avez déjà lu des poèmes de Sylvia Plath. J'avais écouté un podcast très intéressant d'elle, je ne sais plus pareil chez qui, mais c'était très beau parce qu'il y avait des bribes de poèmes qui étaient très forts, très très intéressants, et elle a quand même une vie assez fulgurante et brillante je pense. Donc je suis très curieuse de lire ceci, voilà. Et bah écoutez, je vais vous retrouver un petit peu plus tard. Alors ce qui est cool, c'est qu'il fait 300 pages et je ne devais le commencer,
je me donne des coups de lunettes. Je ne devais le commencer que jeudi. Donc en fait, celui-là, je l'ai juste dégommé, parce que j'ai beaucoup de temps là pour lire finalement. Et puis en fait, bah, ce qui est cool, c'est que j'ai 2 jours d'avance sur mon planning, quoi, en fait. Donc je le commence là. Il est très possible que je le finisse peut-être jeudi. Et je lis La Princesse d'Aragon. Coucou Hélène, il est programmé le 13. Mais si je rentre jeudi 8... je lis aussi avec Ludivine, donc je ne sais pas si on peut lire plus tôt ou si j'en case un autre. Un petit. Voilà.